Bien, bonjour à tous et un grand merci au comité d'organisation pour son invitation. Alors le titre du Sympo, effectivement, est peut-être un peu antinomique, donc ma tâche va être plus facile puisque je vais vous parler essentiellement de médicaments. Grosse flèche verte, ah oui, ok. Donc, et notamment de cette nouvelle famille thérapeutique dont on attend tous impatiemment la commercialisation. Alors il y a peut-être un lien quand même entre le sport et l'insuffisance cardiaque à travers ce cas clinique. C'est un monsieur qui est rentré dans le service la semaine dernière, un monsieur qui était en fait un ancien cycliste professionnel de 63 ans. Et oui, que l'année dernière, il faisait encore 360 watts en épreuve d'effort. Et puis comme souvent dans les histoires d'insuffisance cardiaque, il a une bronchite qui traîne depuis un mois. Et quand son cardiologue l'a vu, en fait, ça faisait 3 nuits qu'il dormait assis sur son fauteuil. Il l'a trouvé en fibrillation auriculaire extrêmement rapide, à plus de 140, et avec une fraction d'éjection aux alentours de 35%. Donc on l'a mis sous bêta-bloquant, anticoagulant, et j'espère qu'il se confirmera le diagnostic de myocardiopathie rythmique, en sachant qu'à chaque fois, c'est toujours la question, quel est l'œuf, quelle est la poule. On a des observations de myocardiopathie rythmique également chez les sportifs, mais à l'étage ventriculaire. Là, c'est quelqu'un qui était bourré d'extrasystole ventriculaire, qui a fait une cinétique vraiment effondrée, et après avoir été fulguré, il a retrouvé, dès un mois plus tard, une cinétique nettement meilleure. Alors, en réadaptation, malheureusement, souvent, on a plutôt ce type de profil d'épreuve d'effort, de VO2. Je trouve celle-là très jolie, puisque vous voyez qu'il y a un caractère extrêmement péjoratif avec des oscillations dans les premières minutes d'effort. Et pourtant, il y a un plateau de sa VO2 ici. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui participe vraiment à l'effort, avec un bout d'oxygène qui reste stable. Et en fait, ce patient, c'est aussi un message d'espoir. Vous voyez que là, on est en 2018. Et je lui ai fait une coronarographie, c'était il y a 6 ans déjà. Quand vous voyez le ventricule gauche, il y a 6 ans, qui était vraiment complètement effondré, on peut se dire que quand même, il y a un certain espoir avec les traitements. Mais ce que l'on disait aussi avec Jérémy, c'est qu'en fait, ce n'est pas tellement la fraction d'éjection qui compte, c'est essentiellement toutes les modifications non-hormonales qu'on voit dans l'insuffisance cardiaque. Et quand vous regardez les 3 courbes péjoratifs du bas, quelle que soit la fraction d'éjection, c'est vraiment les taux de BNP ou de pro-BNP très augmentés qui font en fait vraiment le pronostic à distance de ces patients. Alors je voulais plaider effectivement pour les centres de réadaptation parce que je crois que c'est un moyen de titrer, d'éduquer les patients qui est vraiment important. Malheureusement, dans les registres, vous voyez que le taux d'adressage est encore malheureusement extrêmement faible puisqu'on est à moins de 10% après une première décompensation cardiaque d'adressage dans les centres de réadaptation. Alors c'est lié à notre système de santé, puisqu'on a de plus en plus les autorités administratives qui nous pressent, c'est-à-dire qu'il faut remplir les lits, mais surtout que les malades ne restent pas trop longtemps. Et quand on regarde les durées moyennes de séjour, vous voyez que ça diminue au fil du temps. Et le prix à payer, c'est que malheureusement, les patients ils reviennent de plus en plus précocement dans le mois qui suit cette sortie initiale. D'où l'intérêt donc des centres de réadaptation. Le but, c'est parce qu'on a le patient sous la main quand même pendant quelques temps, donc on peut discuter avec lui, on peut optimiser la titration. Et quand on regarde les différents registres, on sait que les patients sont loin d'être au niveau de dose qu'ils devraient prendre, notamment de bêta-bloquants et d'IEC. Donc ça permet de connaître le malade, de favoriser la compliance thérapeutique à travers les séances d'éducation thérapeutique dont il peut bénéficier. Et puis souvent, c'est quelqu'un qui a des comorbidités, donc il y a des tas de choses à régler parallèlement. Donc l'idéal, à mon avis, c'est après la première décompensation cardiaque, même si tout le bilan n'est pas toujours fait, et comme l'a dit Gilles, donc c'est une recommandation vraiment de type 1A. Alors quand on reprend un peu l'histoire, les grandes dates des traitements de l'insuffisance cardiaque, en fait, depuis 20 ans, il n'y avait pas grand-chose à part toutes les études sur les devices, sur la resynchronisation, qui vont d'ailleurs changer peut-être avec les nouveaux pacemakers. Vous savez que maintenant, on va réussir à stimuler sélectivement le HIS, donc peut-être qu'on va avoir une modification de tous ces appareillages. Donc il y a 2 grandes études qui sont sorties dans les années récentes. Il y a bien sûr l'étude SHIFT avec l'ivabradine, mais qui ne concerne que les patients à rythme sinusal, donc ça limite déjà les choses, et qui reste avec des fréquences cardiaques supérieures à 75, avec toujours cet éternel débat, est-ce qu'il faut plutôt augmenter les bêta-bloquants ou, quand ils sont vraiment hypotendus, laisser des doses modérées de bêta-bloquants et associer l'ivabradine. Et puis surtout, donc, cette étude Paradigme qui est sortie il y a maintenant 8 ans,
et qui concerne donc une nouvelle classe thérapeutique qui associe donc un blocage de la niprélisine et un zartan. Alors c'est vraiment une approche de l'insuffisance cardiaque qui est vraiment tout à fait différente, parce que jusqu'ici, on utilisait des médicaments qui jouaient sur les systèmes défavorables de l'insuffisance cardiaque, à savoir les bêta-bloquants, le blocage de tout le système rénine-angiotensine. Et pour la première fois, donc, on va essayer d'activer un système réactionnel favorable, c'est-à-dire qu'on va tendre à augmenter les taux de peptides natriurétiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez que la néprilysine, c'est une protéase qui joue sur la dégradation d'un certain nombre de molécules. Et le but donc de ce traitement, c'est essentiellement de bloquer la néprilysine grâce au sacubitril, pour augmenter donc les taux de peptides natriurétiques. Le prix à payer, c'est que malheureusement, cette néprilysine, elle joue également dans la dégradation de plein d'autres systèmes, dont le système rénine-angiotensine. Alors pourquoi on n'utiliserait pas un ARA2 ? Si on bloque le système trop haut, en fait, on va augmenter les taux de bradykinine et on s'expose au fameux angioœdème. C'est pour les plus anciens, ça vous rappelle un peu l'omapaprilate qu'on a utilisé dans les services de soins intensifs et qui a dû être arrêté à cause de cet effet secondaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on associe au sacubitril une molécule qui va essentiellement bloquer, donc une molécule de type zartan, qui va bloquer un petit peu plus bas le système. Alors les chimistes ont réussi à unir les deux molécules et qui vont nous donner donc des résultats tout à fait intéressants dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Donc c'est l'étude de Paradigme. On peut dire qu'on n'avait pas eu des résultats aussi spectaculaires depuis très longtemps, puisque vous voyez qu'on a une diminution de la mortalité quand même de 20%, ce qui est tout à fait significatif. Donc le critère primaire réunissait mortalité cardiaque et première réhospitalisation. Donc sur les critères secondaires, c'était également tout à fait parlant. Alors ceci au prix de, bien sûr, quelques hypotensions, le médicament est connu pour ça, pas plus d'angioœdème, et puis surtout, ce qui est très intéressant par rapport notamment aux IEC, qu'il faut bien sûr arrêter quand on utilise cette molécule, c'est qu'on n'avait pas plus d'augmentation d'altération de la fonction rénale, et surtout pas de modification de la kaliémie trop importante. Bon, alors, quand on regarde un peu la littérature de l'insuffisance cardiaque, on insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que vraiment, il y a une courbe en U sur le pronostic des insuffisances cardiaques. D'une part, ceux qui sont vraiment en hypokaliémie, et ce n'est pas étonnant qu'on a des malades qui ont plus de 1 gramme de furosémide par jour. Et d'autre part, les patients qui virent vers l'hypokaliémie, et ce n'est pas étonnant, puisque ce sont des gens qui ont une insuffisance rénale, à qui on bloque le système rénine-angiotensine et à qui on adjoint un minéralocorticoïde. Je me souviens de l'étude Rales, donc avec l'aldactone, il y avait des alertes dans le New England qui disaient attention, hyperkaliémie, etc. Donc avec ce médicament, vous voyez qu'il n'y a pas plus d'insuffisance rénale à distance, et surtout, on a une kaliémie qui semble à peu près conservée, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous, en réadaptation, on a souvent ce type de réaction rythmique. Là, c'est un patient qui était plutôt en hyperkaliémie, et à l'inverse, celui-là qui était vraiment avec des kaliémies basses, avec un aspect qui évoque un peu une torsade de pointe qui a cette tendance hypokaliémique. Alors, il y a eu un autre papier très important qui concerne cette molécule. Je vous le montre rapidement, simplement pour vous rappeler qu'en fait, comme il n'y a pas eu de phase 2 pour ce médicament, c'est une étude un peu spéciale parce qu'il y a eu des périodes de titration pour bien vérifier que les patients supportaient d'une part l'IEC et d'autre part ce nouveau traitement. Vous avez donc en blanc le nouveau traitement. Et pour vous rappeler aussi que, paradoxalement, les taux de BNP augmentent avec l'Entresto. Mais je pense que maintenant, tout le monde est passé au NT pro-BNP, donc ça pose moins de problèmes d'interprétation de la biologie. Alors, est-ce que cette étude correspond à la vraie vie ? Est-ce que ce type de patient qu'on a vraiment dans les centres de réadaptation ? Pas tout à fait. Quand on regarde les registres américains, européens ou français, ou même le tout dernier qui a été colligé par le groupe de travail de la Société française de cardiologie, ça correspond vraiment au type de patient qu'on a maintenant en hospitalisation. Vous voyez que c'est des patients vraiment âgés, qui ont 78 ans. Donc c'est une belle étude sur plus de 1800 entrées. Également, dans l'étude Paradigme, il y a beaucoup moins de femmes. Les sujets sont beaucoup plus jeunes, donc il n'y a pas d'insuffisance rénale sévère. Il n'y a pas de classe 4. On y reviendra. Et surtout, donc, c'est des patients qui n'étaient pas hypotendus. Donc on peut dire que ça représente en fait à peu près 40% des registres et à la vraie vie. Et puis je vous rappelle que maintenant, l'insuffisance cardiaque, on parle d'une nouvelle classe intermédiaire, des fractions d'éjection qui sont entre 40 et 50%. Ça représente 10 à 15% de l'insuffisance cardiaque. Et là, bien sûr, on n'a pas de données pour ce type de patient, même si, d'un point de vue physiopathologique, il se rapproche probablement plus des fractions d'éjection altérées que des fractions d'éjection préservées.
Alors depuis Paradigme, il n'y a pas grand-chose en fait qui est sorti sur cette nouvelle classe thérapeutique. Après infarctus, donc, il y a une étude qui est en cours, l'étude Paradise. Dans la science cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc il y a l'étude Paragon, dont on attend les résultats, je crois que c'est pour l'année prochaine. Et puis d'autres études, mais dont la dernière, à mon avis, sera négative, c'est-à-dire qui concerne des patients en stade 4. Donc quand les patients sont en stade 4, ils ont déjà des taux de BNP qui sont très augmentés à plus de 800 ou 900. Et en fait, il y a un effet on-off, c'est-à-dire que quand ils ont des taux de BNP très augmentés, la niprilysine, en fait, est très basse, et donc on ne peut pas bloquer ce système de dégradation. Donc probablement, enfin, à mon avis, cette étude, elle sera négative. Alors comment faire, notamment les services de réadaptation? Donc c'est pas tout à fait de la cuisine, on a quand même des guidelines pour nous aider à nous y retrouver. Bon, les choses sont claires depuis les recommandations européennes de 2016, à savoir que tout patient insuffisant cardiaque doit avoir un bêta-bloquant et un IEC ou un ARA2 s'il ne supporte pas l'IEC. En deuxième ligne viennent les minéralocorticoïdes avec la lactone ou son équivalent un petit peu plus cher. Et finalement, c'est que en troisième intention, simplement, et uniquement pour les patients qui restent symptomatiques, qui ont une fraction d'éjection inférieure à 35%, qu'on peut se poser la question suivante. Est-ce qu'il faut les mettre sous ivabradine? Intéressant si effectivement ils restent tachycardes. Est-ce qu'il faut les resynchroniser? Possible, mais vous savez que les indications ont diminué par rapport aux larges indications initiales de la resynchronisation. Et donc, surtout, l'indication du sacubitril Zartan qui, certainement, là trouve sa place. Peut-être qu'on a tendance à l'utiliser également peut-être trop tard. C'est-à-dire que dans les classes 4, probablement que c'est peut-être un peu trop tardif, comme je vous le disais. Donc, souvent, on l'utilise parfois en désespoir de cause chez des patients qui sont un peu au bout du rouleau. Et en fait, il est probablement trop tard. Alors, il y a une espèce de tiédeur de prescription, mais qui est simplement liée, à mon avis, au fait que c'est toujours un médicament qui n'est pas commercialisé, qui n'est pas remboursé, dont le prix n'est pas fixé. Et donc, pour l'instant, c'est juste à titre de rétrocession à usage interne, c'est-à-dire que les malades, il faut qu'ils reviennent tous les mois dans les centres qui sont habilités à donner le médicament. Alors, on avait beaucoup peur au départ des angioœdèmes. Il faut s'en méfier chez les sujets africains qui sont plus sensibles à ça, mais tous les autres effets secondaires, donc finalement, ça se passe bien. Toutes les études de safety montrent qu'il n'y a pas trop de problèmes, notamment d'Alzheimer, etc. Par contre, le point le plus important, c'est que je vous rappelle qu'il faut attendre 36 heures avant d'introduire le traitement. Alors, les dernières données, elles sont un peu... Bon, on n'a pas de données fonctionnelles, par exemple, on n'a pas de données sur les VO2, les améliorations de capacité d'effort. On a juste des données sur la qualité de vie. Ce qui va réveiller nos modérateurs, c'est, vous voyez, ces données sur la relation sexuelle, notamment, qui sont améliorées. On ne sait pas si c'est la libido ou les performances. Comme c'est aussi bien les femmes que les hommes, je pense que c'est plutôt sur le premier point. Donc l'auteur qui avait rapporté cette dernière étude, là, qui est sortie dans le JAMA il y a quelques semaines, disait qu'en gros les malades quand même rajeunissaient de 9 ans, donc c'est quand même pas mal. Alors un mot sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, pour vous dire en fait donc le modèle neuro-hormonal il est tout à fait différent, et puis surtout qu'il n'y a rien, quoi. On n'a aucun médicament qui marche. Le dernier qui a été essayé c'est l'ivabradine dans l'étude Edify, c'est une étude négative. Tout ce qu'on peut faire c'est prévenir les complications, jouer sur la prévention de FA, d'hypertension, etc. Il y a eu une petite étude sur 11 patients qui a, comme le primum commun, l'élément commun de toutes ces altérations, de toutes ces insuffisances cardiaques, la fraction d'éjection conservée, c'est une élévation de la pression dans l'oreillette gauche. Ils ont créé des shunts interauriculaires, des CIA, pour soulager l'oreillette gauche. Donc il y a une petite série de 11 patients. Et il y a une étude qui est en cours pour voir si effectivement ça peut être une option thérapeutique pour ces malades-là. Donc ça, c'est toutes les études qui n'ont pas marché, vous voyez, y compris les bêta-bloquants dans l'étude senior, là, qui était complètement négative. Alors, en fait, dans cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ou modérément altérée, en fait, c'est un immense fourre-tout. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, celui-là, je reviens au sport. C'est un ancien international de rugby, 55 ans, 130 kg pour 1,85 m. C'est ce qu'il faisait quand il jouait. Mais là, maintenant, je pense qu'il y a plus de graisse que de muscles. Et donc, on voit des patients comme ça qui sont en fait des myocardiopathies hypertrophiques qui deviennent hypokinétiques avec le temps. Donc vous voyez qu'il a une capacité d'effort qui n'est pas complètement nulle. Il fait 110 watts, mais en fait en termes de VO2, vu son poids, ça fait que 11 ml/km. Et vous retrouvez aussi ces oscillations qui sont assez péjoratives. Et là aussi le fait qu'il participe bien avec un plateau de VO2 en fin d'effort. Juste 2 diapos pour insister sur
une pathologie qu'il faut rechercher, qu'on oublie un petit peu, qui est l'amylose, parce que les traitements sont vraiment spécifiques. Par exemple, les IEC, les ARA2 ne marchent absolument pas. Le risque thromboembolique est très élevé, donc il faut vraiment les anticoaguler. Il y en a aussi qui reposent surtout sur l'IRM maintenant. Bon, ils ont tous quasiment une IRM maintenant, donc on voit des rehaussements tardifs mésocardiaques ou alors dans les couches sous-endocardiques, mais qui ne correspondent pas à un territoire coronaire. Et le dernier point, mais ça les réadaptateurs le savent très bien, c'est qu'il faut à tout prix rechercher les carences martiales. Il y a des études qui montrent que quand on supplée ces malades, et souvent donc, on a des taux de ferritéine qui sont effondrés, on arrive à des améliorations des capacités d'effort. Malheureusement, ça ne marche que IV, hein, l'étude Perros est négative, et surtout utiliser le Venofer qui est 5 fois moins cher que son concurrent. Et dernier point, il ne faut pas faire de contrôle avant au moins 3 mois, avant que les choses se normalisent sur le plan biologique. Donc interférence possible entre les traitements et la réadaptation, en fait c'est juste le dernier point. C'est des malades qui sont sous diurétique et souvent quand ils sont sur le vélo ou sur les bancs de réadaptation, souvent on est embêté parce qu'ils ont des problèmes de miction. Pour eux qui soient âgés avec des prostates, ça devient des fois problématique. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu du bien fondé d'adresser ces patients dans les centres de réadaptation, notamment après une première décompensation cardiaque, si on veut vraiment titrer au maximum les médicaments. Et les centres de réadaptation font vraiment le lien entre l'hôpital, le médecin généraliste et le cardiologue traitant. Merci. Merci Hervé. On a le temps.